Aujourd'hui, nous mettrons à jour la section de suivi de la réunion suite à la visite de Portsmouth. Mais maintenant, je vais donner à tout le monde une chance d'avoir une voix sur l'endroit où se déroulera la prochaine visite, puisqu'il n'y a pas d'option de sondage intégrée. Sur Squarespace, je crée mon propre site, comme vous pouvez le voir ici. J'utilise la section des événements qui est présentée dans un format particulier, avec 3 événements prédéfinis. Et je le renomme en tournées à venir, expression d'intérêt. Et évidemment, je vais à nouveau au Portsmouth Historic Dockyard et je vais également inclure Chatham et le Her Majesty's Ship Belfast. Et ensuite, vous verrez dans une seconde que je vais juste éditer le bouton là-bas et lui donner l'email et ensuite un titre par défaut. Donc si vous allez à la section du site web, si vous voulez venir et avoir une visite guidée dans l'un de ces 3 endroits, alors tout ce que vous avez à faire est d'aller et de cliquer sur cela. Cela générera un email et tout ce que vous avez à faire est simplement d'appuyer sur envoyer. Vous n'avez pas à ajouter autre chose au corps du message. Et ensuite, je peux compter combien d'emails j'ai voté pour chaque endroit, et cela dictera à un certain degré où aura lieu la prochaine visite au début de 2024. C'est plutôt simple à installer. En fait, je suis très surpris de toute façon, donc si après tous ces petits mini-tutoriels que j'ai faits, vous pensez que vous pourriez construire un site web pour peut-être idéalement des fins d'histoire navale, mais on ne sait jamais, vous pourriez avoir d'autres raisons de le faire. Donc aujourd'hui, nous avons une petite façon différente de faire les choses sur la chaîne. Maintenant, tout d'abord, je dois vous présenter un invité plutôt spécial. Nous avons évidemment eu divers auteurs auparavant et aujourd'hui, à un certain degré, ce n'est pas différent. Je suis ravi de vous présenter le travail de Robert Lundgren. Maintenant, bien sûr, j'imagine que quelques-uns d'entre vous sont probablement déjà familiers avec son excellent travail. Il a écrit quelques livres, The World Wondered, What Really Happened Off Samar et Battleship Victory. Tous deux valent vraiment la peine d'être lus, et beaucoup d'autres travaux qu'il a réalisés, y compris une analyse de la performance de l'United States Ship Nevada au large de la Normandie le jour du débarquement, est peut-être l'une des choses avec lesquelles tout le monde est, espérons-le, assez familier. Une analyse très approfondie de l'action entre Washington et South Dakota contre Kirishima et ses amis, y compris une analyse précise de ce qui est arrivé à Kirishima et de ce qui est arrivé à South Dakota en termes de dommages, tout cela peut être trouvé sur le site web Naval Weapons. Il y aura un lien spécifique dans la description de la vidéo ci-dessous. Plus récemment, M. Lundgren a très gentiment réalisé une analyse incroyablement détaillée de ce qui a immédiatement précédé cette action, donc l'action entre la force de croiseurs de l'amiral Callaghan et Hiei Kirishima et leurs escortes. Le document complet fait bien plus de 120 pages et peut être trouvé au lien, comme je l'ai dit, dans la description de la vidéo ci-dessous. Cependant, dans l'intérêt de ne pas avoir à parcourir 120 pages de documentation dans une vidéo, bien que j'ai lu le rapport assez intensivement, je pense environ 6 fois déjà, j'ai pensé qu'il serait préférable de réaliser une interview avec M. Lundgren et aussi avec M. Sposato, qui a en quelque sorte incité M. Lundgren à faire l'analyse et je crois l'a aidé dans une certaine mesure. Donc, normalement, bien sûr, vous verriez soit une conversation Skype ou Zoom avec des images comme nous l'avons fait avec de nombreux autres auteurs. Cependant, aucun des messieurs en question n'a pu faire une interview directe et donc, à la place, ils ont eu la gentillesse de soumettre des réponses écrites aux questions que j'ai posées, mais bien sûr cela pose un petit problème car mes accents américains pourraient être décrits comme stéréotypés et se dégradent progressivement à partir de là. Et je n'ai aucune idée de comment je pourrais maintenir même un demi-200 accent américain, encore moins 2 pendant plus d'une demi-heure. Et donc, nous avons convenu que de manière assez unique, ce que nous allons faire, c'est que je vais poser les questions comme je le ferais normalement lors d'une interview. Mais leurs réponses, il y en a qui ont été envoyées par texte, vont être lues par une intelligence artificielle de texte à parole, avec des voix différentes pour les deux individus. Donc les réponses de M. Lundgren seront toujours les premières suivies de celles de M. Sposato, là où il a choisi de répondre aux questions, car évidemment c'est principalement en parlant avec M. Lundgren, en tant que celui qui a écrit le rapport, que j'espère que c'est intéressant pour tout le monde. Et ne vous inquiétez pas, cela ne signifie pas que la chaîne va devenir une chaîne de voix intelligence artificielle.
C'est essentiellement juste utiliser la technologie moderne pour résoudre un cercle particulier de ce problème particulier que nous avons. Donc, avec cela dit, passons aux questions, donc en relation avec la première grande action navale nocturne de Guadalcanal. Historiquement parlant, quelles lacunes y a-t-il eu dans le récit de cette bataille? De nombreux documentaires décrivent cette bataille comme une bagarre de Pierre VI. De nombreux survivants affirment qu'une fois les tirs commencés, tout le monde tirait sur tout ce qui bougeait. Pourtant, étonnamment, peu de détails sont mentionnés à part le fait que San Francisco a généralement frappé Atlanta. Cependant, avec cette analyse, Atlanta n'a pas seulement été frappé par San Francisco, mais aussi par Portland, puis à nouveau par Monson. L'Affaire a été coulé par Starrett. Starrett et Helena ont aussi blessé et handicapé Aaron Ward. Helena mitraille Portland avec ses canons de 40 mm et tire sur Monson. Et je crois que Fletcher a torpillé Portland. Pour finir, Haruzame a probablement handicapé Udachi. Il y avait donc beaucoup de chaos dans cette bataille. Cette analyse commence à donner les détails de ce que les survivants entendaient par une bagarre de Pierre VI. Hara, capitaine d'un Matsukaze. Du côté japonais, sur pourquoi Abe a hésité à ouvrir le feu, peint un tableau similaire à Midway que l'équipage du EA était occupé à essayer de passer de munitions de type 3 à des munitions armure perforantes. Cela n'a jamais eu de sens pour moi. Les cuirassés ne fonctionnent pas ainsi. Donc, l'analogie de Midway des porte-avions pris au piège, essayant de réarmer leurs avions, n'a jamais fonctionné pour moi. Je crois que la raison pour laquelle Abe a hésité était qu'il ne savait pas où se trouvaient les autres navires japonais et avait peur d'ouvrir le feu sur ses propres navires, et c'est une bien meilleure raison pour son retard. Quant à Callaghan, il a perdu la conscience tactique. Il était en train de coiffer le thé selon la procédure navale classique des deux colonnes du Sud, mais il s'est confus quand sa propre colonne a été coiffée par le groupe japonais le plus au nord. Cette confusion a entraîné une collision entre les deux flottes. Il se peut qu'il y ait des réponses à cette question qui apparaissent plus tard, mais je les ai gardées dans le contexte de celle-ci. Cette bataille représente la dernière meilleure tentative de la marine impériale japonaise pour fermer l'aérodrome de Henderson. Toute la planification qu'ils ont faite pour accomplir cela est gâchée lorsque le United States Navy doit agir immédiatement et avec très peu de temps pour coordonner une réponse appropriée. C'est l'une des rares batailles où les Américains sont battus, mais ne laissent rien obtenir aux Japonais. On peut dire que ce n'était pas un plan bien développé puisque l'amiral Callaghan ne semble pas transmettre ses intentions à beaucoup d'autres navires, peut-être parce qu'il réalise ce qui doit être fait, et que le dire aux autres rendra cela plus difficile à accomplir. Il est souvent considéré comme un imbécile, mais c'est ce que 80 ans d'ignorance de ces détails ont fait. Tous ceux qui détiennent un commandement général lors de cette bataille seront limogés s'ils ne sont pas tués, à deux exceptions près, Hera et DeBose, le capitaine de Portland. Perdu dans le récit et l'efficacité de l'United States Navy. Des torpilles, mais aussi comment elles ont été bien ou mal utilisées. Pour ceux qui sont surpris que le Fletcher ait touché Portland, souvenez-vous simplement de l'événement entre William Porter et l'Iowa. Comme le mentionnera Lodgren, c'est le creuset par lequel les United States Navy devient une force de combat bien réglée que le Japon ne peut pas battre. C'est ici et à ce moment que Legion est le plus proche de déployer sa stratégie Kentai-Kesan en 1942. Et l'USN les repousse toujours en lançant des croiseurs contre des croiseurs de bataille. C'était le tournant de la guerre du Pacifique. L'amiral Lee veillera à l'achèvement de ce tournant. Étant donné le grand nombre de navires impliqués et comme vous l'avez tous deux mentionné, la pure confusion de ce qui se passait dans cette bataille. Quelle était la motivation derrière la prise de tous ces rapports puis la tentative de les comprendre? Je ne comptais pas écrire là-dessus. Frank Sposato a demandé de l'aide en me contactant. Cet article est principalement pour Frank, et s'il est content, moi aussi. J'ai appliqué la même méthodologie à cette bataille, que j'avais appliquée pour l'action du cuirassé et la bataille navale de Samar, et j'ai tracé la position de chaque navire à des intervalles d'1 minute. Une fois cela terminé, j'avais une bien meilleure compréhension de la position de chacun par rapport aux autres. Ma motivation initiale pour essayer de comprendre les événements de cette bataille a été suscitée par la lecture du United States Ship Portland dans un livre intitulé Sweet Pea at War. L'auteur affirmait que ce navire était responsable des tirs sur le marine impériale japonaise Hiei, qui ont désactivé sa direction. J'ai un intérêt personnel à en apprendre davantage sur le Portland en raison de son service de guerre étendu qui ne reçoit jamais l'attention appropriée.
Elle est le seul navire de guerre à avoir combattu directement dans les 4 batailles de porte-avions, ainsi que dans les 2 actions de cuirassés, même si elle n'était présente qu'à Tulagi, mais avait ses canons pointés vers la mer au cas où quelqu'un s'approcherait. Cependant, avant de vouloir en savoir plus sur ce navire, j'ai toujours été surpris que cette bataille n'ait jamais reçu un graphique de suivi approprié comme tous les autres combats navals de cette guerre. Depuis au moins une décennie, j'ai voulu savoir et ce n'est qu'après avoir pris contact avec un ami de Lundgren que j'ai pu commencer à comprendre cela avec lui. J'ai été inspiré par son précédent livre sur la bataille de Samar, où en retraçant minute par minute la bataille, il a découvert que Yamato avait tiré les coups qui ont touché le Johnston. À aucun moment je n'aurais cru que le récit communément accepté de cette bataille ait été si faux. Beaucoup de cela a commencé lorsque j'ai lu le livre de James Grace sur cette bataille. C'est là que j'ai commencé à mieux le voir et le comprendre. Le nom donné à cette action me préoccupait également. La première bataille navale de Guadalcanal est cruellement insuffisante et devient beaucoup plus confuse lorsque le terme « première » est utilisé alors qu'il s'agit techniquement du 3e engagement. En la nommant la bataille navale pour l'aérodrome Henderson Nuit 1, nous précisons que c'est la partie de la campagne de Guadalcanal où la marine impériale japonaise cherche à finir avec l'aérodrome qui leur a causé tant de douleurs, cette fois par la mer. Tout comme vous avez divisé la bataille de Narvik en 3 combats distincts, je vois celle-ci de la même manière, bien qu'il faille comprendre que le duel de cuirassés devient alors la 3e nuit, puisqu'il y a eu également une tentative de croiseur marine impériale japonaise pour frapper l'aérodrome entre les 2 actions. Donc, ayant décidé que vous alliez faire cette analyse, combien de temps cela a-t-il réellement pris? Et avez-vous découvert quelque chose? De nouvelles sources en cours de route. Au moins 2 ans. Le dernier film source est un véritable navet. Je n'avais pas initialement tout le film de EA. J'ai collaboré avec Park Stevenson, Victor Vescovo et l'auteur Anthony Tully pour localiser les épaves des United States Ship Johnston et Samuel B. Roberts. Parks a réalisé un documentaire avec Lone Wolf Media, qui possède maintenant le film des épaves, et finalement j'ai pu voir tout le film de l'épave de Hay. J'ai ensuite analysé son épave de la même manière que Anthony et moi avons fait pour Kirishima. Pour moi, les épaves racontent une histoire si vous êtes prêts à écouter et à les laisser parler. Beaucoup de leurs signes sont très subtils. Une hélice pliée, un côté déformé, des boulons arrachés à un arbre d'hélice, un gouvernail plié devant le poteau de gouvernail, et une quille écrasée ensemble sont tous des signes d'une détonation sous la quille. L'autre aspect est d'essayer de faire correspondre les dommages visibles avec les rapports pour confirmer ce qui est dans les rapports. Depuis plus d'une décennie, je suis particulièrement dérangé par le manque de certains détails dans cette bataille, et j'étais toujours confus sur la façon dont cela s'était produit, puisque chaque bataille est si bien couverte en comparaison. Les sources que j'ai utilisées au fil du temps où j'ai essayé de reconstituer cette bataille ont commencé par Hunter Prissy 360 et l'Inferno de Neptune de Horn Fisher, le livre de Mark Steely's Osprey sur la bataille, Sweet Pea at War de Thomas Generous et plus important encore, le livre de James Grace, La bataille navale de Guadalcanal. La référence de Tamishihara a également été utile, mais le problème a toujours été d'essayer de rassembler le récit de quelqu'un d'après ce qu'il avait appris. Toutes les contradictions entre ces sources m'ont préoccupé, qu'il y avait ce vide de 50 minutes d'histoire navale critique, qui a été complètement négligé, la nature déroutante et secrète de cette action la nuit, avec la possibilité de dissimulation qui se déroule tout le temps. Tout le monde veut juste arriver à la partie où les cuirassés se battent, peut avoir contribué à cet oubli historique. En parlant d'omission, combien de lacunes ont été laissées dans les registres de certains navires, et comment avez-vous comblé ces lacunes en fonction des registres disponibles d'autres vaisseaux? Les plus grandes lacunes restent du côté japonais, car je n'ai pas pu localiser beaucoup de données primaires et j'ai dû utiliser des sources secondaires. Il y a certaines observations comme Juno qui a signalé le premier coup de torpille sur son côté bâbord, pourtant le navire qui prétend actuellement l'avoir touché était Amatsukaze sur son côté tribord. Il manque des données primaires sur Ikezuchi et Inazuma, mais s'ils avaient tiré plus de torpilles, Juno aurait pu être touché par l'un d'eux et non par Amatsukaze comme le disent la plupart des registres. Cependant, sans ces données, je me suis également senti obligé de rester avec le récit actuel et de donner du crédit à Amatsukaze. Pour reprendre cela, quelles sont les principales contradictions entre les registres et les sources auxquelles vous avez dû faire face? La plus grande contradiction était que Portland a réellement été touché à 0,158 par une torpille,
ou a-t-elle été touchée vers 0,280-222, ce que je crois être le cas. Je doute qu'Udachi, affirmant avoir touché Portland à 0,158, puisse recharger et tirer plus de 8 torpilles en 3 minutes. Hara a signalé qu'il fallait généralement 10 minutes pour recharger les torpilles, et je pense que c'est plus raisonnable. Deuxièmement, Portland pouvait encore manœuvrer, et Helena se place derrière elle à 0,214, et les deux navires se dirigent vers l'est. Les dégâts subis sont incompatibles avec le fait qu'elle ait été touchée à 0,158, car cela aurait dû la désactiver immédiatement. Fletcher tire ensuite 10 torpilles et touche accidentellement Portland vers Oro 222, mais le rapport de Portland prétend qu'elle a été touchée à Oro 158, devenant ainsi la version officielle. Je pense qu'elle a inclus cela dans son rapport pour couvrir le tir ami de Fletcher, et ça a marché. Le fait a été caché pendant 70 ans. Quelle en est la raison? Le nombre d'incidents de tir ami est significatif. Les 5 frères Sullivan périssent alors dans cette bataille. La marine ne voulait pas que cela parvienne au front domestique, ils se tiraient dessus et les enfants des familles étaient tués par leurs propres camarades. Je comprends la confusion d'une bataille nocturne et ne cherche pas à blâmer quiconque. Je rapporte simplement ce que je pense s'être réellement passé. La plupart des erreurs commises en 1942 ont aidé la marine à remporter les batailles de 1943 à 1945. Gardez à l'esprit que Nimitz a placé 3 officiers de guerre de surface en charge de l'élaboration des directives du Pacte N en raison des erreurs commises dans les batailles de 1942. De plus en plus d'hommes arrivèrent dans la flotte, et beaucoup n'avaient même jamais vu l'océan auparavant. Le besoin de formation par rapport au besoin de mener la guerre signifiait que les officiers ne pouvaient pas être comptés pour faire leur propre plan de bataille, car aucun des différents officiers n'avait jamais travaillé ensemble, et ce problème n'allait qu'être exacerbé par l'expansion de la flotte. Les directives de Pacte N fournissaient aux commandants des instructions précises permettant de donner des ordres clairs et compréhensibles par tous. Une flotte de porte-avions pourrait facilement se transformer en flotte de surface avec peu d'instructions. Ainsi, les erreurs dans les batailles de 1942 au large de Guadalcanal aident à gagner les batailles de 1943 à 1945. En revanche, les Japonais n'apprennent pas de leurs erreurs et les répètent plus tard dans la guerre. Ils aimaient vraiment leurs munitions de type 3, et je pense que ces munitions étaient une plus grande menace pour les navires qui les transportaient qu'aux forces américaines. À Guadalcanal, les Marines voyaient les munitions de type 3 comme une priorité moindre. Ce qui les a vraiment affectés, ce sont les obus conventionnels de type 0 haute capacité qui ont créé des cratères sur la piste et ont mis les Marines eux-mêmes en état de choc. Si les Japonais avaient chargé des projectiles haute capacité conventionnels, ils auraient causé plus de dommages à la flotte américaine. Mais Kirishima fait la même erreur 2 nuits plus tard lors de l'action du Cuirassé et est initialement chargé avec les mauvaises munitions pour un engagement en surface. Les plus grandes contradictions qui me préoccupaient étaient les positions de la marine impériale japonaise Nagara et Udachi. Avant de parler à Lundgren, ma compréhension de cette bataille avait ses navires à plusieurs endroits à la fois, et tirant sur différents objectifs qui n'ont pas de sens en termes de portée, de direction et de temps de leurs emplacements. Un autre détail très important à comprendre, la seule façon dont les gens ont parlé de cette bataille pendant 80 ans était en se référant aux navires individuellement. Le problème inhérent à cela s'est révélé lorsqu'on a essayé de faire correspondre leurs registres et leurs mouvements. Les horloges des navires n'étaient pas synchronisées. Lundgren a noté que les navires avaient parfois jusqu'à 20 minutes de retard. Trop de personnes ont pris pour acquis certains détails sans les assembler de manière cohérente. Alors, dans ce travail, quelles ont été les plus grandes surprises que vous avez rencontrées lorsqu'il s'agissait de démêler cette bataille? Le nombre d'incidents de tir ami, je crois qu'il y en a 11 du côté américain et 1 du côté japonais. J'ai probablement répondu à cela ailleurs, mais définitivement, le nombre de tirs amis. Le capitaine Hoover appellera un cessez-le-feu immédiatement après que Portland est touché par des torpilles vers 0225. Maintenant, bien sûr, nous encourageons tout le monde qui le peut à lire le document complet qui a été écrit sur cette bataille maintenant, qui, comme je l'ai dit, peut être trouvé dans le lien ci-dessous. Mais pour ceux d'entre vous qui cherchent juste un résumé immédiat en ce moment, comment vos découvertes changent-elles certains des éléments communément acceptés de la bataille? Les torpilles des destroyers américains et toutes celles de cette période étaient peu fiables. Selon la plupart des rapports, les torpilles des destroyers américains, dont celles de Cushing tirées à trop courte portée, rebondissaient sur la coque de Sherk.
Cependant, O'Bannon, Monson et Sturett ont touché Hiei avec au moins 6 torpilles qui ont explosé, et au moins 3 de ces détonations sont conservées dans sa coque. Je pense que c'est aussi pour cela que l'épave s'est brisée. Pour que l'épave se disloque, ses côtés devaient être gravement compromis. Cependant, lorsque l'article a été publié pour la première fois, la discussion qui en a résulté a évoqué la possibilité que les torpilles américaines aient pu exploser légèrement en avance à cause de leur fusible magnétique. Cela pourrait expliquer pourquoi le Hiei a pu absorber autant de torpilles américaines. Pourtant, plus tard dans la guerre, le Congo a été coulé par 2 d'entre elles. Alors, en gardant cela à l'esprit, quels navires se sont avérés avoir eu la bataille la plus différente par rapport au récit précédent de cette action? J'ai mis l'accent sur Hiei pour mieux faire comprendre son histoire. Mis à part ce que Lundgren a dit sur le Hay, pour moi, le Portland a été le plus crucial à apprendre. Elle joue un rôle important dans ce combat, même lorsqu'elle frappe malheureusement l'Atlanta avec plusieurs salves. Elle continue de tirer sur le Hiei sans toutefois atteindre les coups critiques sur la direction comme ceux du San-Fran. Le fait qu'elle ait pu prendre jusqu'à 3 torpilles de l'United States Navy à sa poupe devient très apparent lorsque vous étudiez les graphiques de dommages rendus publics en ligne, qui montrent une zone de destruction plus étroite d'une seule torpille de la marine impériale japonaise Northampton est un bon exemple, par rapport à plusieurs torpilles de l'United States Navy qui ont touché Portland. Elle a eu beaucoup de chances de survivre à des blessures aussi graves. L'ironie de cette situation est que cela lui permet le lendemain matin de couler le Udachi, pendant que les Japonais essaient toujours d'extraire le Hiei. Mais surtout, le Portland devient le quartier général des premiers intervenants en récupérant les équipages survivants des navires coulés, et même l'équipage de l'Atlanta. Les autres navires que j'aimerais souligner sont nombreux parmi les destroyers américains. Alors que les équipages verts à bord du Fletcher ont fait une malheureuse erreur, avec leurs torpilles, l'O'Bannon, le Sterett et le Monson ont tous apporté des contributions importantes à cette bataille en touchant un cuirassé ennemi. Le moment et l'emplacement de ces coups sont suffisamment éparpillés pour que l'équipage du Hiei contienne les dégâts en dessous, tout en gérant les incendies au-dessus, déclenchés par Lafay et Cushing. Il reste encore quelques lacunes à combler, comme ce que Juno et Yukikaze ont fait pendant la bataille, mais celles-ci peuvent être perdues à cause du temps et des événements ultérieurs. Je trouve intéressant que ce soit le premier combat dans lequel les Fletcher s'engagent, et encore une fois, la malédiction de Yukikaze frappe également le marine impériale japonaise ici. Alors, avec 2 livres, l'analyse de Kirishima et celui-ci à votre actif, quelles autres narrations avez-vous faites ou prévoyez-vous de faire? Cet article et celui sur le Nevada à Normandie sont probablement mes derniers essais d'écriture sur l'histoire navale américaine. Ce serait mon premier. J'aimerais un jour raconter l'histoire de la flotte fantôme de Java qui tente de s'échapper après que le Langley a été coulé. J'aimerais aussi raconter l'histoire de 2 auxiliaires concurrents qui ont été coulés dans les Salomon alors qu'ils livraient des troupes et du matériel directement sur le champ de bataille, l'United States Ship Macaulay et l'Institut géographique national Nishin. Et enfin, quels sont les meilleurs endroits pour que les gens puissent se mettre à jour et lire l'intégralité de votre travail, Monsieur Lundgren? Sur le site web de Tony de Julian, navwhips.com, sous Robert Lundgren Historical Resources, j'ai plusieurs articles, dont la bataille navale pour l'aérodrome de Henderson première nuit, la bataille navale de Guadalcanal, qui porte sur l'action du cuirassé, analyse de l'épave de Kirishima, analyse des dommages à l'United States Ship South Dakota lors de la bataille navale de Guadalcanal, United States Ship Nevada du 6 juin au 15 juin 1944, au large de la Normandie, France, plage Utah. La première et la deuxième partie sont terminées. La troisième sera bientôt achevée. J'ai écrit 2 livres, Le monde s'interrogeait, sur la bataille navale de Samar. Victoire du cuirassé lors de la campagne du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir soumis les réponses écrites aux questions et d'avoir accepté de le faire afin que nous puissions assembler cette vidéo. Évidemment, ceux d'entre vous qui viennent d'écouter réaliseront que bien que l'intelligence artificielle vocale ait fait un bon bout de chemin ces 5 dernières années, il reste encore quelques erreurs de prononciation et autres à surmonter, ce qui est rassurant pour ceux d'entre nous qui comptent sur nos voix pour transmettre des informations dans le cadre de notre vie quotidienne. Mais avec cela, il est temps de conclure cette vidéo, autrement que pour réitérer évidemment une fois de plus, si vous voulez lire l'analyse complète de ce combat particulier, alors le lien est encore une fois dans la description ci-dessous, et bien sûr, vous pouvez vous procurer Battleship Victory
et The World Wondered What Happened of Samar dans toutes les bonnes librairies, encore des liens ci-dessous. Et merci beaucoup à tous d'avoir supporté cette petite expérience sur la façon de donner vie aux voix lorsqu'elles sont simplement en texte.